bonsoir. Merci de votre présence à la Fondation Pernod Ricard à Paris. Merci beaucoup Marlène Huissou, merci beaucoup Romain Noël d'avoir accepté cette invitation dans le cadre de cette programmation intitulée Poésie Plateforme, dont le projet est d'inviter, de faire se rencontrer et dialoguer des artistes contemporaines avec des auteurs, des autrices, des poètes, des romanciers, des écrivains pour le théâtre, mais aussi des auteurs et autrices venant des sciences sociales, de la sociologie, de l'anthropologie, de l'histoire, mais aussi quelquefois des chorégraphes, des cinéastes, pour des moments d'une sorte de réflexion ensemble, de recherche dans le prolongement et dans la proximité de certains travaux que les uns et les autres mènent, quelquefois depuis fort longtemps, quelquefois plus récemment. C'est aussi pour moi l'occasion d'ailleurs de remercier la Fondation Pernod Ricard et Colette Barbier de sa confiance et de son amitié qui me permet depuis de nombreuses années même maintenant de mener ce projet. Ce soir donc nous accueillons autour de préoccupations liées au monde environnementaux, aux enjeux, aux inquiétudes, à la fois aux aspects quelquefois sombres, mais aussi aux manières dont ces questions qui traversent à la fois nos vies, nos sociétés, fabriquent aussi de nouvelles représentations, de nouvelles façons de dire, de façonner, de créer, de vivre aussi. Et il me semble que Marlène Huissou, qui est artiste et designeuse, et Romain Noël et Yuri Johnson, alors Romain Noël qui est poète et théoricien, et Yuri Johnson qui est artiste visuel, eh bien tous les deux ou tous les trois fabriquent quelque chose d'une grande spécificité, d'une acuité et d'une pertinence tout à fait passionnante. Quelques mots à leur propos. Marlène Huissou, donc, après avoir effectué des études à l'ENSBA de Lyon, puis à Londres, à Central St. Martins, développe un travail qui est dans l'interaction des arts visuels, du design, des formes, des sciences et des techniques. Et une des grandes spécificités et des formes et des processus et méthodes qu'elle met en œuvre provient de sa réflexion et de sa pratique, pourrait-on dire presque collaborative, avec des états non vivants, enfin des états du vivant, mais des états non humains, et principalement des insectes. Cela va donc de l'abeille commune au ver de soie indien et d'autres espèces qu'elle sollicite, dont elle expérimente à la fois des techniques, mais aussi des concepts, et toute cette partie d'ailleurs conceptuelle, pourrait-on dire, et d'expérimentation, elle la développe aussi ces dernières années sous forme d'ateliers de partage et de transmission. Mais son travail qui s'inscrit à la fois dans les arts visuels et dans le design, à la fois donc outre-Manche, mais aussi en France, connaît un intérêt soutenu toutes ces dernières années. Elle a exposé dans de très nombreux lieux, au Victoria et Albert Museum à Londres, au Chamber à New York, dans toutes sortes de moments liés au design Miami Basel, les Design Days à Dubaï. On a pu voir ses travaux au musée du design à Barcelone, au musée Archipélague de Stockholm, pardon. Et puis, par exemple aussi, au MAC en Autriche, à Vienne. Cette année, on a pu voir en France aussi, que ce soit à la Biennale de Saint-Étienne, au Musée des Arts Décoratifs à Paris, au Centre Pompidou Metz, au FRAC Centre, ces travaux, ces objets, dans le cadre d'expositions collectives, et puis une exposition individuelle lui a été consacrée aussi au moulin de Sainte-Marie à Boissy-le-Châtel. Alors, on a pu voir aussi ses travaux dans plusieurs expositions, notamment à Londres. De son côté, Romain Noël donc, est poète et théoricien. Il a fait paraître aux éditions Fata Morgana un livre de poésie intitulé Errare, et puis aussi toute une série de textes entre la réflexion et la création, notamment un texte BDSM Apocalypse, qui était qui a été diffusé sur Lundi Matin l'année dernière, mais qui avait été antérieurement publié par le magazine Climat. Ces recherches théoriques et transdisciplinaires
ont trait au régime des affects à l'ère moderne, à l'ère de l'Anthropocène, mais aussi à la façon dont les artistes fabriquent ou élaborent des outils de réflexion, de résistance et des armes, pour dire quelquefois. Cet ensemble de ces réflexions et de ces travaux s'inscrivent aussi dans une thèse qui sera soutenue au printemps prochain, thèse menée au Centre d'histoire de sciences politiques de Sciences Po, sous la direction de Laurence Bertrand d'Orléac. Il a par ailleurs aussi coordonné il y a peu un numéro de la revue Critique avec Marianne Massé, un numéro intitulé Vivre dans un monde abîmé. Et puis, il s'intéresse aussi aux interactions, aux interfaces entre la fiction et la réalité, puisqu'il est aussi le créateur, le double de Yuri Johnson, qui est un artiste visuel qui lui permet donc d'élaborer à la fois des fictions, puisque Yuri Johnson produit des fictions, mais produit aussi des textes, des objets, et parfois d'ailleurs des choses et des processus plus mystérieux, selon l'expression qui t'est chère. Donc Yuri Johnson, ces derniers mois, pourrait-on dire, a exposé à un rythme très impressionnant, que ce soit en France, on citera par exemple une exposition au lieu commun à Annecy, une participation au Confort moderne à Poitiers, et puis à 13 aussi, plus récemment, ainsi que des expositions à Montréal dans des espaces d'art contemporain ou des galeries à Montréal comme à Los Angeles. L'ensemble des interventions de Yuri Johnson relève de ce que Yuri Johnson appelle l'art secret de la guerre secrète, dont un certain nombre de fragments ont déjà circulé. Il présentera d'ailleurs une installation prochainement dans le cadre du Grand Désenvoûtement au Palais de Tokyo. Et puis, il est l'auteur d'un livre intitulé Mycélium, petit conte post-apocalyptique, édité par les éditions du Murmure l'année dernière, en 2021, livre qui avait été préfacé par Romain Noël. Voilà. Donc, selon le principe de ces rencontres, nous allons écouter, et d'abord peut-être Marlène, qui va nous présenter quelques-uns un de ces processus, un de ces chantiers. Et puis, en écho, nous aurons des lectures ou des présentations de Yuri Johnson ou Romain Noël. Marlène. C'est mieux comme ça, ouais. Merci beaucoup pour cette belle introduction et bonjour tout le monde. C'est un plaisir déjà de rencontrer Romain parce qu'on ne s'est jamais croisés et donc je suis ravie. Je pense que je vais introduire un peu la prémisse de ma recherche qui a commencé il y a 10 ans. Donc comme tu l'as situé à Londres lorsque j'ai commencé un master qui s'appelle Material Future à la Central St. Martins. C'est un master de recherche qui pousse vraiment différentes disciplines comme des scientifiques, des fashion designers, des artistes, des architectes de venir ensemble pour trouver des solutions un peu pour demain, que ce soit dans un futur proche ou dans un futur un peu plus spéculatif, donc lointain. Moi, j'étais plus dans le maintenant et j'ai développé un projet qui s'appelait From Insect parce que j'ai grandi, j'ai eu la chance de grandir au sein d'une famille d'apiculteurs dans les Alpes. Donc voici mon père, Pierre Huissou. Ma mère aussi était apicultrice avec lui. On était vraiment dans les champs. On voyageait aussi, on faisait pas mal de transhumance avec les abeilles. Donc c'est vrai que j'ai eu une enfance assez riche et j'ai été depuis très petite au contact des insectes. Donc c'était une enfance assez privilégiée, très riche. Et c'est quelque chose que j'ai voulu célébrer dans le projet From Insect, où je me suis vraiment intéressée à notre rapport à l'insecte et surtout aux insectes qu'on utilisait, nous, en tant qu'êtres humains, pour le développement, par exemple, du miel pour l'abeille ou de la soie pour le ver à soie. Donc c'était un peu mes 2 points principaux. J'ai beaucoup travaillé avec des matières, des ressources naturelles qu'il faut vraiment apprendre à connaître parce que c'est des nouveaux matériaux qu'on va employer. Par exemple, ici, on a une résine naturelle que j'ai retravaillée avec beaucoup de techniques de verre parce que le matériau est très similaire au verre. Donc, j'ai été vers le soufflage de verre avec ce matériau. C'est beaucoup de recherche. L'atelier, c'est comme une sorte de laboratoire où
se mélangent plein de petites bêtes, plein de petits matériaux. Et c'est vrai que les échelles aussi sont assez petites. On est sur des ressources très petites. Et comment on va donner une voix à ces matériaux, à ces insectes, c'est là que tout le laboratoire de recherche va s'enchaîner et s'activer. Et dans ma recherche, j'ai vraiment aussi regardé à comment nous, en tant qu'êtres humains, on exploitait aussi beaucoup le monde des insectes, comment on avait pris de la place sur Terre et comment on pouvait en fait le redonner une voix pour que le regard change et qu'on puisse enfin cohabiter de manière plus cool, je dirais. Donc là, on a par exemple des cocons de verre à soie qui viennent du mouvement de la Peace Silk. C'est un mouvement qui va vraiment laisser le verre à l'intérieur du cocon se métamorphoser en papillon. Parce que dans le processus de la soie, on a tendance à bouillir vivant le verre, donc le tuer directement pour exploiter de la belle soie pour l'industrie de la mode. Et moi, voilà, j'étais vraiment à l'encontre de tout ça. Donc j'ai commencé à rencontrer des fermiers parce qu'on a souvent cette image de l'artiste seul dans son studio, mais enfin, moi, vraiment, mon rapport à ce que je fais, c'est grâce à des collaborations. Enfin, sans les fermiers, sans les artisans, sans les insectes, je suis rien. Donc voilà, c'est vraiment une richesse pour moi de rencontrer des gens tout le temps au sein de mon atelier. Et grâce à ces cocons, en fait, j'ai développé un matériau qui s'apparente à du cuir d'insecte, donc il y a un mélange de fibres de cocon de verre à soie. Donc le verre va créer une glu naturelle qui s'appelle séricine, qu'on peut ensuite, donc on va éplucher un à un tous les petits cocons, donc les déchets vraiment du verre, et on va pouvoir réactiver la glu naturelle du verre en les réchauffant, et tout va fusionner ensemble. Donc on va faire ce matériau complètement sans aucune glu chimique ou quoi que ce soit, seulement avec les propriétés du matériau. Et ensuite, j'ai utilisé la résine d'abeille comme un vernis. Donc on crée ce cuir qui peut vraiment être utilisé dans l'industrie, soit de la mode, de l'automobile. Et ça, je l'ai créé il y a environ 9 ans. Et là, j'y reviens énormément. Il y a énormément de compagnies, d'industriels qui m'ont contacté. Et ben voilà, c'est aussi pour dire que ça prend du temps, on est sur des petites ressources. Et enfin, pour moi, la plus belle chose dans ce que je fais, c'est l'authenticité. C'est avec qui je travaille, qu'est-ce qui fait sens, parce qu'il n'y a pas que moi, il y a les insectes aussi. Donc, c'est pas vendre son âme au diable, c'est vraiment prendre le temps de créer des choses qui font sens. Parce que la grande question de maintenant, surtout après un post-Covid, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de créer? Et je pense que c'est une très grosse question. Euh, donc voilà, pour la première partie, un peu. Voilà. Romain, je te passe la parole. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci Marlène, c'était super intéressant. Bah, je vais commencer par peut-être rebondir sur tout ça. Parce que ce qui est drôle, c'est que j'ai aussi grandi, peut-être que Jérôme te l'a dit, dans une famille. Alors, mes parents ne sont pas apiculteurs professionnels, mais ils ont toujours eu des ruches et grandi avec des abeilles pas loin. Et ce qui m'a aussi, bon, dans le cadre du coup de mon travail, ce que je fais sous le nom de Yuri, euh, il y a- j'ai toujours eu le désir d'intégrer les abeilles, notamment parce que aussi mon père est un apiculteur pas très orthodoxe, je pense ils ont un peu bricolé, et notamment ils avaient à un moment mis des tissus pour colmater au lieu de mettre un truc en bois ou je sais pas quoi, ils avaient tendu des étoffes, et les abeilles avaient justement rempli les écarts entre le bois et les étoffes avec de la résine. Donc quand tu dis résine, c'est la propolis, ouais, avec de la propolis, et ça faisait des sortes de suaires magnifiques avec bon, que j'ai jamais montré, parce qu'en fait, je sais même pas trop comment les montrer, vu que c'est vraiment un travail d'abeille. J'ai rien fait dessus, et je sais que je peux rien faire dessus, mais je crois qu'un jour, il faudrait faire une exposition d'abeilles, quoi, juste avec des... Peut-être que ça, bah, je te les montrerai. Et, et du coup, oui, et puis donc déjà, je trouve ça amusant qu'on se retrouve là à parler de comment les abeilles ont aussi, parce que je pense qu'il y a un truc très... Il y a, c'est un, il y a un truc très puissant avec ce que projettent les abeilles en termes de symbolique, en termes de ce travail presque de transmutation alchimique qu'elles opèrent dans leur quotidien d'abeilles ouvrières. Et d'où aussi, par exemple, là, l'image qu'on voit d'une pièce de Yuri, où pour moi il y a un truc très, très érotique aussi dans la cire et dans toute cette esthétique de la ruche, que j'ai souvent utilisé comme ça, où je fais cette série de pièces avec des images carrément porno qui se retrouvent voilées et qui deviennent beaucoup plus douces avec ces voiles de cire. Et, mais c'est vrai que j'ai aussi des projets j'aimerais bien, mais travailler sur
par exemple sur des sculptures où je mettrais des petits objets dans les ruches, mais il faut que je discute davantage avec mon père, et peut-être qu'on pourra d'ailleurs en parler aussi. Mais, et oui, et pour les verres à soie, je trouve ça tellement bien que tu fasses. Je connaissais pas ce mouvement comment Piscine. voilà, Peace Silk. Moi, je sais que j'avais découvert l'industrie du verre à soie dans Les Anneaux de Saturne de Sebald. Je sais pas si tu l'as lu, parce qu'il y a un chapitre incroyable sur l'histoire de l'industrie du verre à soie chez Sebald, où il décrit avec tellement de précision les manières dont les verres sont ébouillantés, et donc fidèle à lui-même, Sebald nous amène à prendre conscience du vertige de l'humanisme aussi, et de comment tout objet de culture repose sur un fond de barbarie immense. Et je trouve ça génial qu'il y ait ce processus, quoi. Et du coup, j'avais prévu de lire un petit Oui, extrait bien sûr, oui. d'un entretien qui est publié, qui est sur Internet, dans une revue qui s'appelle Figure Figure, et où en fait Lou Ferrand, qui avait mené l'entretien, m'avait posé des questions justement sur les abeilles. Donc je vais lire ce petit passage, c'est pas très long. Donc Lou me demande: un certain nombre de tes œuvres invitent d'ailleurs des sujets animaux à en devenir source d'inspiration, voire collaborateurs, collaboratrices. Je pense notamment aux abeilles ou aux chiens. Et donc Yuri répond: les abeilles ont toujours été présentes dans ma pratique. Elles en sont l'un des fils conducteurs. C'est une collaboration directe car j'ai accès à des ruches et que donc d'une certaine manière, je connais personnellement les abeilles avec lesquelles je travaille. Elles me fournissent de la cire, du miel, mais elles transforment aussi des objets pour moi. C'est aussi une manière de rappeler que la technicité n'est pas le propre de l'homme et qu'il n'y a tout simplement pas de propre de l'homme. Et que le non-humain pratique peut-être spontanément quelque chose qui pourrait bien nous éclairer sur le sens de ce que j'appelle technologie négative. Les chiens, quant à eux, ont une valeur beaucoup plus symbolique. Ils sont par exemple ontologiquement interstitiels. C'est leur situation entre humain et non-humain, parce que le fruit de la domestication qui m'intéresse. Cela a longtemps été un motif théorique et fantasmatique. Dans toutes les mythologies, les chiens sont des passeurs entre le monde des morts et le monde des vivants, comme l'Hermès psychopompe. Étant moi-même un passeur, je me sens cynocéphale, chien ou chienne. Mais c'est vrai que je partage ma vie depuis un peu moins d'1 an avec un chien noir qui m'assiste parfois dans mon travail, par exemple en mordillant des objets, des bâtons. Si ça continue, la salive de chien devra bientôt être comptée parmi les ingrédients de toutes mes potions. Donc, autre question de Lou. Dans un autre de tes textes intitulé Mycélium, petit conte post-apocalyptique, tu racontes qu'en lisant Le champignon de la fin du monde d'Anat Singh, tu as une réaction physiologique, en commençant à ressentir d'étranges démangeaisons, comme si ton corps se laissait contaminer en une sorte de symbiose avec cet organisme. Peux-tu m'expliquer cette attitude d'ouverture à la contagion ? Et donc, réponse de Yuri: la contagion est l'un des points les plus importants de mon travail, dans le sens où l'affect est une puissance contaminatrice. On le voit dans notre expérience quotidienne d'humain et d'humaine. Les affects passent à travers les gens, ce qui peut être politiquement un problème si l'on se met à manipuler les affects. Mais c'est une autre question. Quoi qu'il en soit, les affects créent du commun. Dans l'idée de contamination, il y a aussi l'idée de communion ou de communauté possible. Et j'aspire à une existence poreuse, molle, dans le sens le plus puissant du terme, qui me permettrait de prendre la forme de tout ce que je touche. L'art secret de la guerre secrète n'est justement pas un livre sur le devenir, mais sur l'altération en tant que base même de nos existences, qui ne cesse d'être transformée par ce qui nous entoure. Et c'est en cela que l'humain de l'humanisme est une invention criminelle, car le dispositif a cherché à replier, refermer sur lui-même le sujet, en faisant croire à tout le monde et à lui-même qu'il était autonome, maître de ses émotions. Autant de choses qui font profondément partie de nous, mais que nous devons de remettre en question. Donc voilà, bon, c'est un peu, ça part un peu dans tous les sens, mais en tout cas cette idée de contagion sur laquelle finit l'entretien, c'est bon, on y reviendra tout à l'heure parce que c'est complètement cette histoire de l'affect, c'est le cœur de la thèse que je viens de terminer, et qui est une thèse un peu spéciale vu que c'est finalement un livre de fiction qui donc s'appelle La revanche des affects, et qui se situe vraiment entre fiction et réalité, et dans laquelle le narrateur doctorant qui cherche à écrire sa thèse rencontre une 60aine d'artistes au sens vraiment très large du terme qui vont aussi l'amener à éprouver dans sa chair le principe même de l'affectivité. Et
du coup à remettre en cause cette conception figée et close de l'humain et de l'humanisme. D'accord. On va peut-être maintenant voir un autre de tes projets, démarches. Occasion. Ah oui, ça c'est une autre pièce de Yuri Johnson, avec là aussi des interventions à partir ou avec de la cire. Exactement, c'est vraiment ambiance. Elle était abîmée justement parce que la cire c'était un peu. Je l'ai réparée aujourd'hui même. Voilà, cette petite pièce. Mais vas-y Marlène, oui, si tu veux continuer. Continuons dans notre Oui. petit monde des insectes. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, les ressources étaient petites. J'ai été invitée par le Victoria Albert Museum de Londres à essayer de grandir en termes d'échelle, vraiment pour donner une voix. Donc ils m'ont commandé cette œuvre qui était installée il y a quelques années. Donc j'ai vraiment utilisé les cocons de la piscine, dont on en a parlé tout à l'heure, avec une fine couche de résine. Donc à cette époque, j'étais plus dans une recherche de l'objet sculpture. Donc là, on est sur une sculpture, mais ça peut être aussi un banc sur lequel on peut s'asseoir si on a envie, mais vraiment, c'est pas le but. Mais j'aime bien jouer entre la fonction de l'être humain et du monde des insectes. Comment on va créer des ponts entre nos deux mondes. Et j'en ai développé toute une série qui s'appelle la Cocoon Collection. Là, on a une étagère, par exemple, mais ça pèse 7 kilos, mais ça peut contenir des encyclopédies. Donc, on est vraiment dans la recherche de propriété de matériaux. Comment on peut utiliser ces matériaux pour sublimer ce qu'on a autour de nous et célébrer le pouvoir des insectes. Là, c'est une armoire, mais une fois fermée, on peut aussi la voir comme une sculpture. Donc voilà, toute cette collection, elle était vraiment là pour célébrer. À cette période-là, j'étais vraiment en train d'utiliser les matériaux pour montrer la beauté du monde des insectes. Et après, comme vous allez le voir plus tard, j'ai commencé à me poser bien d'autres questions sur comment je pourrais vraiment aider les insectes. Parce que c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a toujours à dire mais à quoi bon ça va servir ce qu'on va faire, surtout en pleine crise écologique. Et voilà, naturellement, j'ai un peu détourné ce parcours-là pour vraiment m'intéresser à travailler avec des scientifiques, à travailler avec des fermiers pour aider les insectes, clairement. Et de ton côté, Romain, en quoi justement la situation environnementale te permet ou t'a fait mettre en place un certain nombre de concepts qui sont d'ailleurs aussi à l'intersection des questions environnementales, queer, décoloniales aussi. Comment, outre la prise de conscience personnelle, dans l'entretien, parce que en fait, je partage souvent des concepts avec Yuri et Romain utilisent un peu les mêmes concepts souvent. Et je parlais de technologie négative. Et en fait, il y a tout dans ce travail de thèse que j'ai fait, il y a toute une réflexion sur le négatif qui est pas tout à fait le négatif de la négativité, même s'il lui est lié, mais que dans lequel j'ai finalement fini par trouver une forme aussi d'un certain rapport à l'affectivité. Et en fait, quand je parle par opposition au positivisme, tout simplement aussi, et au positif comme manière scientifique et de raison raisonnante et triomphante de venir poser les choses et de manière comme ça autoritaire. Et donc le négatif est le contraire de ce geste-là. Et quand je parle de technologie négative, la thèse essaye d'égrener comme ça et de découvrir en quoi les artistes aussi proposent des technologies négatives, qui sont des technologies que je définis comme des technologies affectées et affectives, dans lesquelles, au lieu d'aller poser les choses de manière autoritaire, on va entrer en collaboration, entrer en symbiose et essayer juste d'entendre, de se mettre à l'écoute tout simplement du monde non humain. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est exactement dans... Tu fais partie, voilà, tu pourrais totalement rentrer par exemple, dans ma thèse. Si je t'avais rencontré avant, tu aurais pu être une de ces artistes que je croise et qui vont m'expliquer en quoi, dans leur pratique, il y a déjà une tentative de transformer l'humain lui-même en fait, parce que là, en transformant nos manières de travailler, on transforme le logiciel humaniste qui est complètement dysfonctionnel. Et donc je pense que ce concept-là, c'est quand même un des concepts centraux quand même et j'aime bien l'idée de technologie, j'insiste vraiment parce que je crois que, en tout cas, je pense que c'est
c'est pas des conclusions, mais bon, ce qui est un peu outrageant presque pour quelqu'un qui est censé être historien de l'art, ce que je suis en vrai pas du tout, même si je suis dans un centre d'histoire, mais c'est que en fait, la question de l'art m'intéresse presque finalement plus en tant que le paradigme de l'art et de l'œuvre est complètement absent de la thèse. Et je trouve ça intéressant du coup que tu sois entre l'art et le design, même si on ne sait pas exactement. Je suis pas sûr que tu. Ouais, je m'en moque. Voilà, c'est pas une question en vrai. Et du coup. Ça, c'est le truc des cases en France, j'ai voulu en sortir. Je pense. Mais je pense que la technologie est intéressante pour ça aussi, parce que du coup, de même que la technologie peut être partagée avec le non-humain. Je trouve que j'aime bien parler de gestes techniques et de comprendre en quoi, quand on est dans un engagement technologique, on est enfin en train de. Le monde lui-même est une sorte de somme de technologies et en quoi on participe de ces technologies-là. Ouais. Et tu aurais un exemple de technologie négative que tu aurais inclus dans... Bah, alors, il y a beaucoup. Un des grands aspects de la thèse, même si ce n'était pas totalement prévu comme ça, j'ai beaucoup travaillé finalement sur des technologies négatives aussi qui sont des technologies disons, relationnelles, mais de relation avec l'invisible. J'ai essayé de reconceptualiser des choses. Bien sûr, je m'intéresse à des choses très concrètes où j'ai l'impression que finalement tous les artistes, si on essaie de sortir du paradigme de l'art, essayent d'inventer des manières de se rapporter au monde différemment et du coup dans leur pratique, qu'elles soient sculpturales, picturales, d'installation, de performance, tout ce vocabulaire du monde de l'art, que finalement pratiquent ça. Mais aussi, j'ai fini par m'intéresser notamment au rituel et à toutes ces choses extrêmement technologiques qui consiste directement à aller entretenir des liens avec du non-humain, que ce soit des entités animales, mais aussi des entités végétales ou des entités simplement des fantômes. Comment est-ce que ça, en fait, on est aussi dans un geste technologique, en faisant, je sais pas, même ne serait-ce qu'un rituel de lune est une technologie. C'est une manière de se rapporter à du non-humain, c'est une manière de se situer dans le monde et aussi pour moi, qui est complètement lié à ce truc de technologie négative, parce que c'est des choses qui nous permettent de... On ne peut pas faire n'importe quoi en termes de technologie et de gestes techniques si on est à l'écoute à ce point de ce qui se passe autour de nous et si on célèbre, si on est dans une sorte de geste de célébration. Donc la célébration elle-même fait partie des technologies négatives, ou ce que Alexis Pauline Gumbs, cette autrice afro-américaine, appelle la cérémonie. Ce geste cérémoniel aussi qui consiste vraiment à... et je pense que en tout cas, c'est un des aspects qui m'a le plus intéressé, je pense aussi dans cette aventure dont je vais parler tout à l'heure, de la thèse, c'était de découvrir aussi à quel point j'ai l'impression que notre temps était aussi animé, que beaucoup d'artistes que j'ai rencontrés aspiraient non pas à produire de l'art pour aller remplir des expositions ou des musées, mais surtout pour juste se relier leur vie à ce qui les entoure et au sens très très large du terme. Cette dimension de méditation, parfois, elle est aussi présente dans ton travail, Marlène, j'ai l'impression. Ah oui, tout à fait. Tu peux nous en parler? Ouais. Par exemple, si on prend cette pièce-là, on est sur... je travaille pas mal avec des assistants, mais des fois vraiment seule, parce que j'apprécie ce moment d'être seule face à l'immensité de ce qui reste à faire. Là, on est à environ... si j'étais seule, je pense que ce serait 3 mois de travail, genre du 10 heures par jour, et je produis très très peu. Ça, c'est aussi une prise de parti. Je fais peut-être 3-4 œuvres par an, quoi. C'est vraiment... je crée seulement quand j'ai vraiment l'envie et le besoin de le faire, même si c'est tout le temps, parce que comme tu dis, c'est très répétitif. Mais comme on est sur des tout petits ingrédients, comme que ce soit le cocon ou la résine ou d'autres éléments avec lesquels je travaille, c'est vrai qu'on se retrouve vite dans une accumulation pour vraiment donner cette voix dont je parlais tout à l'heure. Faut vraiment des heures et des heures pour que des choses en sortent. Que l'immensité puisse être là. Là, on est sur une... Elle fait à peu près 2 mètres de haut, cette pièce-là. Mais ouais, c'est un truc que j'ai depuis, je pense que 15 ans. Je suis très obsessionnelle aussi. Et les formes, elles émergent d'un désir préalable ou elles sont de manière organique? Alors, je dessine jamais au préalable. Récemment, parce que je suis partie dans des échelles un peu plus grandes, à l'autre bout du monde, donc il faut envoyer des 3D et tout, ça m'a un peu fait peur, mais je trouve ça assez fou aussi.
Mais non, je dessine jamais et je fais des modèles, donc des petites maquettes. Et après avoir créé les œuvres, pour les garder en mémoire, vu qu'elles partent, je les garde en mémoire et j'ai une toute petite modèle de chaque œuvre. Ouais, donc voilà. Je pensais au. J'imagine que dans ton atelier, il doit y avoir plein d'odeurs, de Ouais. cire, de propolis. Tu Ouais, dois. voilà, Et, c'est bref, bon. et du coup, j'imagine que ça. Parce que je sais que ces odeurs-là, c'est aussi une forme de lien très puissant, Ah qui est ouais. aussi complètement embaumant, envoûtant. Ouais. Donc Et j'imagine que ça participe. enfin, cette odeur-là, elle fait complètement partie enfin, du travail et du storytelling aussi. Parce que enfin, quand elles étaient exposées au début, personne ne savait ce que c'était. Des gens pensaient que c'était du verre ou de la céramique. Et il y avait cette odeur qui embaumait les musées et les galeries. Et tout le monde avait une idée différente d'où ça venait. Enfin, tu vois, alors que la propolis, c'est quand même une odeur assez... Enfin, on la reconnaît dans la ruche. Mais j'ai eu des versions de « oh, ça sent le salami » ou enfin voilà, et c'est vraiment, pour moi, ça fait vraiment partie de l'œuvre. Les plus vieilles pièces, elles ont environ 10 ans et elles sentent encore. C'est un matériau que les épiciers utilisaient déjà pour embaumer les corps. C'est un matériau qui est biodégradable mais qui va résister dans le temps. Enfin, j'ai beaucoup travaillé avec des laboratoires de recherche aussi et on pense qu'elles peuvent rester 200, 300 ans sans problème. Une pérennité aussi, quoi. Sachant que si je me trompe pas, ce qui est trop intéressant, c'est que la propolis, c'est une collaboration des arbres et des abeilles. Exactement, C'est ouais, pas, ouais, c'est ouais. pas, c'est pas un dérivé du miel, c'est pas la Non, même pas du tout, ouais, fabrication du tout. Et d'ailleurs, exactement. propolis, si je me trompe pas en latin, ça veut dire devant la. C'est à l'entrée, Ouais. c'est l'idée de cette résine qui va aussi colmater et Qui sécuriser. va sécuriser la Voilà. ruche, ouais, Mm. les protéger. Et c'est un matériau en fait que les abeilles vont prendre sur les arbres. Donc vous allez avoir différentes couleurs, enfin, dépendamment de l'arbre où elles vont. Et ensuite elles vont le prendre de la ruche pour créer, comme tu disais, des protections. Donc c'est un matériau qu'on peut récolter une fois par an. C'est un matériau hyper précieux. Enfin, tous les jours, j'ai des étudiants qui veulent faire des architectures avec. Je suis là, mais c'est pas du tout le but. Enfin, c'est un matériau qui est très rare. C'est pour ça que j'ai vraiment essayé de trouver des moyens de lui donner des voies rapidement avec très peu de matériel, quoi. Tu vas peut-être nous lire, Romain, un passage Avec plaisir. Donc de c'est ta oui, thèse, hein. donc cette thèse, ça fait seulement une semaine que je l'ai envoyée et terminée. Ouh. Donc c'est vraiment tout récent et je suis très content de la partager ce soir avec vous. Donc comme je le disais, finalement cette thèse est plutôt un livre qui s'appelle La revanche des affects et sous-titré Une aventure dont vous êtes le terreau. Et j'expliquerai ensuite pourquoi. Donc je vais commencer par vous lire quelques extraits de l'introduction qui un peu pose le projet pour vous donner une idée de ce qui s'y joue. Donc c'est vraiment les premières lignes du livre. Le livre que vous tenez entre vos mains est une créature hybride et potentiellement dysfonctionnelle. Il s'agit pourtant de ma thèse de doctorat, intitulée Art et affect à l'heure de l'extinction, écologie négative et revanche de la passion. Parce que rien ne s'est passé comme prévu, ce dont à vrai dire je me réjouis, j'ai souhaité donner à cette thèse une forme imprévisible, capable de retranscrire le plus fidèlement possible la réalité de l'aventure qu'il m'a été donné de vivre pendant ces 4 années de recherche. Rien dans ces pages ne prétend à la vérité absolue. Je n'ai fait que raconter mon histoire du mieux que j'ai pu. La thèse qui suit appartiendra donc forcément à un genre hybride, que j'aimerais nommer théorie autopathographique ou autopathographie théorique. Et pour cause, de même que mon sujet de mémoire m'avait obligé à plonger dans la souffrance, de même mon sujet de thèse m'a obligé à ne plus séparer l'inséparable, mais au contraire à articuler sans cesse mes hypothèses de recherche à ma vie affective. Ainsi ai-je acquis la certitude qu'il me fallait écrire cette thèse sous la forme d'un livre dont vous êtes le héros, afin de permettre aux lectrices de créer leur propre parcours de lecture, et ainsi de vivre cette aventure théorique selon leurs propres désirs. Et pour cause, cette histoire ne saurait m'appartenir en propre. Il y a de la place sur le chemin, de la place pour moi, de la place pour vous, de la place pour tout le monde. Pour que ce livre à choix multiples fonctionne, et que la recherche puisse venir se loger dans votre vie, il faut que vous rentriez dans ma peau, que vous deveniez ce narrateur doctorant qui cherche à écrire une thèse, mais qui n'y arrive pas vraiment puisque les circonstances l'écartent toujours du droit chemin et le forcent à emprunter les sentiers les plus sombres et les plus étroits, ceux qui bifurquent vers la forêt et dont personne ne semble savoir où ils mènent. Pendant quelques semaines, peut-être quelques mois, j'ai eu recours à l'expression « livre dont vous êtes la héros », car je trouvais qu'elle inquiétait davantage le propos que « livre dont vous êtes l'héroïne ».
Au final, j'ai posé la question à quelques créatures de mon corpus, et Léa Rivière a fini par me proposer, un peu comme une plaisanterie, livre dont vous êtes le terreau. Et j'ai immédiatement compris que c'était la réponse à ma question. J'allais écrire une thèse dont vous êtes le terreau. L'expression était d'autant plus juste que les créatures de mon corpus étaient toutes devenues ou en train de devenir des amies, et que ma recherche entière prenait finalement place sur le terreau ô combien fertile de l'amitié, c'est-à-dire, vous l'aurez compris, sur le terreau de l'amour, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit dans cette recherche, l'amour, perdu, retrouvé, infini. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que pour mener cette recherche, il m'a fallu découvrir, à mes risques et périls, la forme et le sens de ma propre vie. J'ai essayé de ne pas m'aventurer sur cette voie, de m'en remettre à l'écriture théorique telle qu'il m'était déjà arrivé de la pratiquer, mais rien n'y faisait. Je n'ai cessé, après chacune de ces tentatives, de retomber dans mes travers en optant pour le chemin le plus sombre, le plus boueux, le plus compliqué. J'ai fini par appeler cela la voie du marécage, comme on parle de la voie du zen ou de la voie soufie, car j'étais habité par une intuition saisissante, selon laquelle tous ces détours n'étaient pas vains, et qu'au bout des chemins de traverse devait se trouver quelque chose de précieux, une thèse, un trésor, ou peut-être même un autre pays. J'aurais pu, bien sûr, procéder autrement. J'aurais pu faire l'effort de séparer les choses. J'aurais pu contraindre la réalité, ne pas montrer le mélange, filtrer la potion de manière à obtenir une recherche vraiment théorique, protégée du danger que représente toujours pour elle l'irruption du pathos et la tentation autobiographique. Oui, j'aurais pu procéder autrement, mais je crois que ce faisant, j'aurais empêché ma recherche d'aboutir véritablement, car les choses sont liées, et que la théorie, devenue destin, devenue roman d'aventure, mérite d'être racontée. Donc oui, ça pose un peu le propos et le projet, et ça pose aussi une forme de ton où je dramatise. Il y a tout un passage de l'introduction qui s'appelle « Des vertus de la dramatisation », où je dramatise beaucoup la situation de ce doctorant, narrateur doctorant, qui ne comprend rien à ce qui lui arrive et qui est toujours dans une sorte de « ah, les choses me rattrapent », avec ce qui est une forme une manière aussi de le rendre très poreux à tout ce qui lui arrive au monde, et en fait il ne fait que suivre les portes qui s'ouvrent, et il va de surprise en surprise, et à chaque fois il essaye d'aller à la bibliothèque ou d'aller à des séminaires, et en fait tout l'an détourne sans cesse. Des gens l'invitent dans la forêt, dans des ateliers au bord de la mer, et il ne fait que suivre ce chemin. Et j'ai l'impression que ce qui me fait écho directement avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est je crois que cette thèse m'a vraiment fait comprendre qu'on travaille, je pense ma révolte presque contre l'université et contre la théorie telle qu'elle est pratiquée par l'université venait aussi du fait qu'on essayait de nous faire croire qu'on travaille tout seul, alors qu'on travaille jamais seul. Et j'ai l'impression que c'est exactement là où tu en es aussi de ton itinéraire. Ah ouais, complètement. Et ça t'a pris combien de temps du coup, la thèse? La thèse, je suis en thèse je suis entré en thèse il y a 4 ans. Après, le processus de rédaction en tant que tel, là, ce livre qui est terminé, ça a été 4 mois, 4 mois intensifs de rédaction. On peut dire bravo. Merci. C'est d'abord passé par ce processus d'abord de scission, enfin de création de Yuri Johnson, dont on a l'impression que maintenant il est un peu derrière toi, ou alors il s'est multiplié. Les chaînes de l'amitié ont fait que... Tout ça est aussi raconté dans la thèse, et notamment dans l'introduction, parce que Yuri Johnson, en fait, je pense que je vais faire des révélations ce soir, mais Yuri m'a aussi servi justement à un moment où je me sentais pas absolument à ma place en thèse et à l'université, et que je sentais qu'il fallait que je trouve des moyens de prendre plus de liberté sur le format. Ça m'est apparu très vite que Yuri pouvait me servir en tant qu'artiste de mon corpus, à créer un espace davantage plus souple, justement, dans la thèse. Donc Yuri a aussi toujours joué ce rôle exactement, d'un dispositif et de protection et de liberté pour contrer aussi l'espèce de rigidité universitaire. Et ensuite, ce que je n'avais pas prévu du tout, c'est qu'en fait, plein de projets allaient naître, et que finalement, j'ai fini par rencontrer les artistes du corpus davantage en tant que Yuri dans des expositions et dans des rencontres liées à mon propre travail plastique que en tant que doctorant. Finalement, Yuri, sur les 2 dernières années de la thèse, j'étais finalement beaucoup plus Yuri que Romain. Et finalement, là, la thèse est la synthèse de tout ça, où c'est finalement quand même le narrateur, le thésard qui reprend les rênes et qui reparcourt tout ça.
Et Marlène, comment on entretient des relations avec des espèces non humaines? Eh ben, on va aller rencontrer. Et Oui. puis, on n'a pas peur. Enfin, je pense qu'on a les mains sales. On va dehors. On reste pas dans son atelier. On rencontre plein de monde. On voyage un peu. Enfin, là, je pense que le travail aussi change avec le Covid, pas mal. Enfin, je pense que c'est assez intéressant. Mais voilà, je fais un projet par exemple, enfin j'en parlerai tout à l'heure, mais au Mexique. Donc bah, je suis allée rencontrer les abeilles, elles sont complètement différentes. On a parlé, on a communiqué, elles sont capables de reconnaître la voix de la personne. Enfin, je pense que quand j'y retourne, elles vont reconnaître que je suis de retour, un peu comme un enfant. Enfin, il y a un dialogue qui se crée. Ouais, c'est vraiment la rencontre et le dialogue. Enfin, moi je leur parle. Je suis un peu tarée. Mais ouais, je communique avec les abeilles, quoi. Ce qui est intéressant, et peut-être que je me trompe, mais je crois avoir entendu dans un podcast que j'avais écouté où tu t'exprimais sur ton travail que tu n'avais pas exactement ce lien-là avec les abeilles quand tu étais enfant, quand tes parents. Et que Ouais, du ça coup, c'est ce que je trouve intéressant, intéressant. c'est que le travail, finalement, c'est aussi le travail plastique et tout ce processus que tu as mis en place Ouais. qui t'a permis de vraiment créer cette relation. Ouais, Que ouais, c'est ouais. pas un Je crois que donné. je disais dans le podcast que je détestais le miel quand j'étais petite Oui, voilà. et Ouais. que j'avais trop honte quand mon père venait avec toutes les ruches au collège et tout. Je me rappelle de ça. Mais ouais, c'est vrai, c'est vraiment le travail plastique qui m'a rattachée, enfin aussi à mon histoire familiale. Et enfin, il y a une période après, je voulais devenir apicultrice. Enfin, il y a eu tout un processus de, ok, comment je peux me rattacher à mon histoire familiale aussi, honorer ça que j'ai rejeté aussi en étant, enfin, comme une enfant un peu bête, quoi. Ouais, donc il y a vraiment eu ce sort de déclic, quoi. Je pense qu'il a été créé plutôt avec la matière au début et ensuite avec les espèces, avec le non humain, parce que j'ai vraiment réalisé que c'était hyper important de faire ce travail, parce que les gens avaient des réactions de peur face aux insectes. Enfin, ils ne les voient pas beaucoup en ville. On les a vus un peu plus pendant le Covid. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne les voit pas, quoi. Enfin, du coup, c'était important de les mettre un peu sur le devant. Et d'ailleurs, certains de tes projets, c'est aussi se mettre au service Ouais, ouais, ouais. des J'allais y insectes. venir. Du coup, après donc toute cette phase de recherche de matériaux, j'ai eu vraiment ce dilemme d'aller à Miami, à Bâle, toutes ces grosses foires d'art, machin. Et puis tu te dis, ah, mais qu'est-ce que je fais là? Et puis je me suis dit, ok, c'est cool si ça plaît à des collectionneurs, mais en fait, enfin, ce que je veux faire, c'est vraiment aider les insectes. Donc, j'ai vu ce grand. C'était un hiver, je me rappelle, j'étais en mode, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et les commandes, les commissions sont arrivées dans cette. Enfin, c'est drôle, on a tous pris le virage en même temps. C'était en 2018. Là, C'est-à-dire, on a tous pris le virage. enfin, les commanditaires et moi, tu vois, on était toujours enfin, on était tous dans la même idée, quoi. Et là, c'était une commande, par exemple, du Musée de la Science de Londres, qui voulait avoir une ruche pour une nouvelle galerie du musée pour expliquer un peu l'apiculture, mais plutôt la préservation des espèces. Donc, ils ont voulu commander une ruche pour le musée. Et j'ai vraiment décidé de retourner à l'idée très primitive de la ruche, qui est juste un tronc d'arbre, en fait. Sachant que les ruches que vous voyez sur les côtés sont vraiment les ruches qui sont arrivées avec l'industrialisation pour augmenter la production de miel, avec 8 à 12 cadres pour vraiment produire le miel. Donc moi, je suis à l'antithèse de ça. J'ai créé une ruche un peu animale comme ça qui était vraiment conçu comme un habitat pour les abeilles et non comme un outil de production du miel. Et du coup, là, c'est la porte d'entrée, donc avec le petit trou pour les abeilles. Et elle est protégée avec de la propolis, qui est vraiment un matériau qui va aider contre les maladies, aux abeilles de se protéger contre les maladies. Voilà, donc elle a un peu une forme un peu bestiale comme ça. On dirait qu'elle va un peu partir du musée. Euh, voilà. Et dans la même idée, la même année, enfin c'était assez drôle, c'était la ville de Londres là qui m'a demandé ses œuvres. Tout le monde me disait, enfin ceux qui m'appelaient une designer, parce que c'est important de dire designer ou artiste, moi je m'en moque. Mais pour les gens qui m'appelaient, qui me définissaient comme une designer, ils me disaient mais alors Marlène, quand est-ce que tu vas faire une chaise? Et c'est tellement important de faire une chaise en vrai.
Et du coup, j'ai décidé de dédier ma première chaise aux insectes et non aux humains. Donc, c'est une chaise qui est à taille humaine, qui est réalisée en argile non cuite, et qui a vraiment nécessité un gros travail de recherche parce on l'a pas cuite. On a cherché des moyens qu'elle soit waterproof, donc avec des cires végétales. Donc après un mois de recherche, on a réussi à ne pas cuire l'argile et qu'elle soit waterproof et qu'elle soit dehors. Et tous les petits trous noirs que vous voyez dans la chaise, en fait, sont de 10 à 12 cm de profondeur, de 5 à 1 cm de diamètre, pour que les insectes, les pollinisateurs dans les villes puissent trouver refuge, hiberner. Donc c'est vraiment redonner de la place aux insectes. C'est surtout des pièces qui sont conçues pour les villes, pour redonner de l'espace aux insectes, leur donner des refuges. Voilà, et le projet s'appelle Please Stand By, donc il invite les humains à pas vraiment utiliser la chaise et à pas vraiment s'asseoir dessus. Après, il y a eu des œuvres un peu plus culturelles dans la même idée, quoi. Mais enfin, c'était hyper important pour moi de faire cette chaise, quoi. Voilà, ça a fait sourire, ça a fait. Mais là encore, comme tu disais tout à l'heure, j'étais pas seule du tout. On a fait le projet avec le King's College de Londres, qui est un gros institut de recherche, avec des scientifiques. Enfin, pour moi, c'est vraiment important que les œuvres soient viables et qu'elles fonctionnent, et que ce soit pas juste pour être tendance. Parce qu'on a tellement de greenwashing aussi en ce moment que voilà. Donc c'est, comme je te disais tout à l'heure, seule, je peux pas arriver à. Enfin, je peux arriver à communiquer avec les insectes, mais vraiment à comprendre leurs besoins. J'ai besoin de personnes extérieures qui sont spécialisées, et c'est des langages complètement différents. Enfin, la première fois que je suis allée dans le laboratoire, on arrive en tant qu'artiste ou designer, et enfin, on est tous un peu timides, quoi, et on commence à se relâcher. Et puis, enfin, c'est un dialogue qui est hyper intéressant, qui est différent pour les scientifiques, qui est différent pour nous, et en fait, on est hyper heureux, quoi, de collaborer ensemble. En général. Toi, ton travail s'inscrit aussi dans des formes de laboratoire, du côté des sciences sociales ou des sciences humaines ou de l'histoire. Cette vie ensemble de laboratoire, même si tu nous as dit peut-être que tu avais cherché à mettre à distance, peut-être. Comment c'est ressenti? Quel peut être l'impact d'une thèse, on va dire, éminemment originale comme la tienne? Alors honnêtement, c'est une très bonne question, parce que je ne sais pas du tout Ouais. ce que ça va donner, où ça va mener. Et la vérité, c'est que j'ai vraiment fui la vie si on peut appeler la vie universitaire vie de laboratoire. J'ai j'ai- j'ai vraiment, ça n'a pas du tout Tu n'as pas été, enfin, des contributions à des colloques ou parce que c'est un peu Non, j'ai vraiment... la forme de la sociabilité Ouais, un mais peu j'ai attendue. vraiment Oui, fui oui. les sociabilités universitaires qui étaient D'accord. tellement... non, c'est pas le lieu de critiquer, voilà, Non, non. Et l'université. puis tu as Tout de été suite, accueilli ouais, aussi par exactement. les espaces d'art contemporain, ou de Voilà, il y littérature a aussi. aussi, Oui. il y a surtout eu ça en fait. Il y avait quand même une plus grande générosité dans l'invitation ailleurs qu'à l'université, ce qui fait que oui, j'ai l'impression d'avoir été pas dans un laboratoire, mais en fait dans chaque atelier, chaque rencontre, était une forme de laboratoire à part entière, et qui a donné lieu à chaque fois à des, des discussions qui finalement étaient déjà des nouages d'affect. Et c'est ça qui m'a intéressé. En fait, je me suis rendu compte que, après, je pense que j'étais aussi dans un truc tellement, j'ai aussi en réaction à un mode d'énonciation et de construction des savoirs qui ne me semblait pas du tout possible de continuer, parce que vraiment, ouais, j'en avais marre de l'université à ce niveau-là. Et donc c'était le laboratoire. D'ailleurs, j'ai écrit un texte sur un artiste qui s'appelle Damien Fragnon, qui s'appelait Un laboratoire peut en cacher un autre, et qui parlait d'une expo de Damien, qui était vraiment une expo où il y avait beaucoup de processus biologiques, de mutations qui étaient mises en œuvre, et où en fait, en discutant avec Damien et en parcourant ce travail, je m'étais rendu compte que c'était un laboratoire affectif, que du coup il y avait ce laboratoire scientifique qu'on voyait surtout en arrivant, mais que ce qui l'intéressait, c'était pas justement de faire avancer la science ou de jouer avec le vocabulaire scientifique, mais au contraire de montrer que derrière chaque installation, derrière chaque interaction, il y avait avant tout une histoire affective qui se créait, et qu'il était en train, comme tout le monde, qu'il était en pleine transmutation, quoi, en pleine transformation. Tu vas nous lire peut-être un passage?
Ouais, bah, très bien. Justement, je vais lire encore. Je pense peut-être qu'après je vais arrêter avec avec l'intro, mais un dernier extrait de l'intro qui parle justement des affects et des larmes, parce que les larmes ont été très importantes aussi je pense que et pour cette idée aussi du négatif et pour cette méthode qui était la dramatisation et aussi pour toutes les raisons que vous connaissez de ce que ça crée aussi en nous, d'être dans ce monde abîmé dont on parlait tout à l'heure. Les larmes se sont imposées quoi, comme l'affect de départ quoi, de ce texte. Pendant longtemps, le terme affect a signifié pour moi quelque chose de cet ordre, une zone sombre où une certaine négativité s'ouvrait sur une certaine forme d'amour. Fort de cette intuition, je suis allé à la rencontre des artistes de mon corpus, et c'est là que les choses ont commencé à devenir vraiment intéressantes. En effet, plus j'avançais sur le terrain des questions d'affectivité, plus je constatais une tendance étrange, à l'œuvre dans le monde et dans les corps de celles que je croisais. Quelque chose comme une pulsation sourde, venue du fond du corps, et qui voulait faire retour. En m'intéressant à cette pulsation, il m'est apparu que ce n'étaient pas n'importe quels affects qui exigeaient de revenir sur le devant de la scène, mais principalement des affects liés à la perte, à la tristesse, au désespoir. Principalement donc des affects tendres et mouillés, des larmes trop longtemps réprimées. D'une certaine manière, la recherche dont ce livre témoigne a véritablement commencé là-bas, dans les larmes. Et je crois que c'est pour cette raison, grâce à la dimension larmoyante de ma recherche, qu'un fort lien de communauté s'est immédiatement installé entre moi et les artistes que je rencontrais. Ainsi ai-je commencé à poser des questions comme « Pourquoi tu pleures ?», qu'il fallait entendre comme « Pourquoi ? Pour qui ? Vers qui ? Avec qui ? Contre qui ? Et in fine, comment tu pleures ?» Et il me semble que c'est plus ou moins à ce moment-là, dans ces eaux-là, que j'ai perdu le contrôle. Comme si, de mobiliser d'emblée les larmes, j'avais créé les conditions pour que certains secrets me soient révélés. Les artistes de mon corpus ont commencé à me parler de choses très intimes et à me confier des secrets, qui n'étaient pas seulement des secrets personnels, mais aussi des secrets communs, des secrets collectifs, des secrets comme on en trouve dans les sociétés secrètes, ce que l'on appelle parfois des savoirs secrets, qui ne sont définis comme tels que pour rassembler celles qui se les passent en silence, comme un objet que l'on manipulerait tour à tour afin de se laisser envahir par sa puissance magique. Tous ces secrets ont vocation à être trahis, c'est-à-dire partagés, et ils le seront dans cette thèse devenue roman d'aventure. Toujours est-il que les révélations qui me furent faites tournaient autour de l'existence d'une autre écologie. Un certain nombre de créatures œuvraient à ce que j'ai appelé ensuite écologie négative, et cette écologie négative reposait sur un vaste mouvement de revanche des affects, mouvement dans lequel il fallait moins entendre une forme de libération pulsionnelle que la redécouverte en nous d'une zone élémentaire de partage, zone humide et visqueuse qui serait comme un marécage où convergeraient les affects et où les mondes s'inventeraient en relation, là où l'interdépendance se fait promesse d'amour. Peut-être que je m'arrête là, parce qu'il est très long encore le... D'accord, peut-être. On va peut-être voir d'autres de tes travaux, Marlène, pour Je crois qu'on arrive peut-être au voilà, projet quelque du chose. Mexique. Oui. Du coup, ça, c'est un projet qui est apparu en plein Covid. Donc, c'est un projet enfin, assez long et qui est assez intéressant parce qu'il a été fait à distance pour la plupart du temps. C'est un musée donc, qui a ouvert juste avant le Covid en plein milieu de la jungle au Mexique, qui s'appelle le Spheric Museum. C'est un lieu d'art contemporain qui va aussi créer une sorte de laboratoire pour créer des échanges entre scientifiques, artistes, designers, chercheurs. Donc je vous conseille de regarder un peu ce qu'ils font. Ils travaillent beaucoup avec des chefs, ils font des choses très très expérimentales. Et ils m'ont invité pour créer une installation pour les abeilles mayas qui s'appelle les Méliponas. C'est des abeilles qui sont beaucoup plus petites que les abeilles qu'on connaît nous, qui ne piquent pas et qui vraiment reconnaissent la voix des gens, qui sont un peu reconnus comme les Moverhoff. C'est un être hyper important et célébré au Mexique. Et du coup, donc, je suis allée une fois au Mexique pour rencontrer ces abeilles, rencontrer les apiculteurs, les chamans aussi, apiculteurs qui communiquent eux toute la journée. C'est assez fascinant avec les abeilles. Et j'ai proposé donc une habitation dans la jungle pour ces abeilles-là. Donc je vais partir lundi là, donc j'ai dû
Donc, je suis allée pour la rencontre, mais après, par choix aussi, j'ai décidé de faire l'œuvre avec les artisans sur place, sur Zoom. Donc, tous les soirs, quand je couchais ma fille, j'étais sur Zoom avec les artisans pour leur dire un peu plus à droite, un peu plus petit. Ben, c'était hyper intéressant. C'était la première fois que je réalisais pas l'œuvre moi. Donc, je vais avoir 2 jours sur place, là, lundi et mardi, pour mettre ma touche. C'est assez étrange de faire une œuvre à distance comme ça. Mais c'est hyper fascinant. Et après, on va faire toute une cérémonie aussi pour accueillir les abeilles dans l'installation, voir comment elles réagissent. Et là, en termes de matériaux, on a travaillé sur de la bouse de vache, qui est un matériau utilisé anciennement pour faire des ruches, des habitations. Et voilà, ça c'est juste un petit modèle. Parce que là, ouais, pour le coup, j'ai dû faire des modèles 3D. Enfin, j'ai embauché des gens pour le faire parce que moi, ça ne me parle pas du tout. Et c'est quand même assez fou d'envoyer un fichier à l'autre bout du monde et de parler à des artisans sur place qui vont réaliser grâce à un fichier. Enfin, moi, j'avais l'impression de sortir de ma grotte un petit peu. Mais voilà, donc on est sur de la bouse de vache et beaucoup de cire végétale qui viennent du cactus du Mexique, qui vont servir à imperméabiliser la sculpture pour qu'elle puisse tenir non cuite dehors. Il y a eu pas mal de travail avec les cendres aussi, de la terre de là-bas. Enfin, tout était un peu pris dans la jungle. Voilà. Et donc ça, c'est la ruche que Ouais, tu proposes ou le support ou, c'est la ruche en fait. C'est une ruche qui fait 4 mètres de haut par 3,50 m. Donc c'est assez gros. Et il y a des sortes de satellites de branches où les abeilles vont pouvoir vivre en colonie dans chacune des branches. Après, voilà, c'est à côté du muséum dans la jungle, mais ça va vraiment demander un respect aussi pour le public de ne pas déranger les abeilles. Au début, ils voulaient mettre des sortes de glaces pour qu'on voit à l'intérieur. Enfin, c'était pas du tout le propos. Voilà. Donc c'est une espèce en voie d'extinction et du coup, on a fait aussi tout un parcours dans la jungle pour faire des abris à insectes, comme je vous ai montré avant avec les chaises, qui vont permettre aux abeilles de pouvoir se diriger grâce aux autres insectes vers la ruche. Trop bien. Et quelle est la part d'inconnu dans ce genre de process? Tout, voilà. Ça se sent en fait qu'il y a un truc aussi où tu Ah ouais, on ne sait n'arrives pas pas du tout. avec un Mais projet. c'était génial de rencontrer là, le curateur, il était en mode on ne sait pas du tout ce que ça va donner, même à la presse, il le dit. Enfin, donc on est hyper curieux de voir si elles vont aimer ou non la ruche. Enfin, au final, voilà, c'est comment nous, en tant qu'être humain, on peut pas s'immiscer, j'aime pas trop ce mot, mais comment on peut se projeter pour rendre service en fait aux abeilles ou aux autres espèces. Et puis des fois, c'est des échecs, je pense, on verra. Je sais pas. Surtout que, en fait, pendant des millénaires, on a plutôt, bon, j'exagère, mais en tout cas, notre modernité a tellement travaillé autrement en ne cherchant pas à rendre service, mais en exploitant, que du coup, il faut réinventer. On sait très bien exploiter, mais alors, pour ce qui est d'inventer les technologies justement qui permettent de. C'est incroyable de se rendre compte qu'on est en train de découvrir ça avec toutes les. Alors que pour ce qui est de l'exploitation, c'est rodé comme pas possible, mais dès qu'il s'agit d'inventer des formes hospitalières, c'est une autre histoire. C'est hyper intéressant parce que c'est aussi un gros challenge. On ne peut pas faire les formes qu'on veut, on ne peut pas utiliser les matériaux qu'on. Enfin, je trouve ça hyper chouette aussi en tant qu'artiste retrouver son identité pour les abeilles, mais avec tous ces facteurs qui sont là, quoi, qui sont autour et savoir respecter tout ça, c'est c'est un gros challenge, quoi, mais c'est hyper enrichissant, je trouve. Donc on verra si elles aiment ou pas. Et cette expérience de dilution du moi, c'est la solution. Enfin, c'est quelque chose comme une piste qui serait généralisable pour faire face à ces enjeux majeurs environnementaux. Moi, je pense plus au ensemble, en fait. Comme on disait, on ne veut pas être seul. Je pense que c'est se reconnecter à ce qu'on a délaissé, en vrai. Et non, pas s'oublier soi. Je pense que c'est vraiment une connexion qu'il faut créer un dialogue et redonner de l'espace. Peut-être reprendre un peu de ce nous on a pour donner. C'est un peu hippie comme ça, mais je pense que c'est assez vrai. Non Oui, le truc de dissolution, moi ça m'intéresse beaucoup, mais justement dans le sens où, pour moi, la dissolution, c'est justement ce mouvement aussi où les corps deviennent mous
et en fait, où dans cette mollesse-là, c'est aussi exactement la possibilité du partage, de l'altération, de la transformation permanente, et de ne pas être dans un mode d'existence trop autonomisé, autocentré, identitaire, juste voilà, un truc complètement anti-identitaire, quoi. Mais du coup, oui, ça me donne envie de lire j'ai en fait choisi 2 passages qui sont là où on n'est plus dans l'intro, on est vraiment dans l'aventure. Et donc j'ai choisi 2 passages qui parlent un peu de tout ça aussi, où on rencontre 2 artistes. Donc la première artiste, peut-être que certaines d'entre vous la connaissent, c'est Anousha Motachami, qui est tout juste diplômée des Beaux-Arts de Paris, qui d'ailleurs est au Mexique en ce moment. Et du coup, voilà, Anousha, donc... je lui ai envoyé le passage parce que tous les artistes n'ont pas encore eu la thèse. Donc c'est Anousha et Sarah, l'autre passage que j'ai choisi tout à l'heure, sont les premières à avoir découvert comment j'avais parlé d'elles dans la thèse. Donc c'était un moment important. Et elles étaient très contentes, donc j'étais ravi aussi. Donc là, on est au paragraphe. Non, la thèse est faite de 222 paragraphes. Et bien sûr, à la fin de chaque paragraphe, il y a un choix. Si vous voulez faire ça, allez à tel paragraphe. Si vous voulez faire cette autre chose, allez à tel autre paragraphe. Là, on est au paragraphe 116. J'ai rencontré Anousha grâce à ma passion pour les marécages. J'avais cherché Swamp, marée en anglais, sur Instagram, et son profil m'était apparu, puisque son pseudonyme n'est autre que The Biggest Swamp Ever, le plus grand marécage qui soit. En parcourant les images qu'elle avait postées, j'ai découvert qu'elle travaillait principalement sur des pièces en latex, toujours dans des tons marécageux, vert, gris, taupe, parfois brun, ocres et moirés. La plupart de ces pièces pouvaient être portées comme des vêtements. La dimension matérielle de ce travail m'intriguait beaucoup et j'avais l'intuition qu'Anousha pouvait peut-être m'en dire plus sur notre fascination contemporaine pour les marais obscurs. Je l'ai donc contactée et elle m'a invité à venir lui rendre visite dans le parc du Marcanterre, au cœur de la baie de Somme, où elle vit entourée d'oiseaux, de grenouilles et de ragondins. Quelques jours plus tard, je me mettais en route en prenant soin d'emporter des cuissardes de pêche, car Anousha m'avait prévenu que j'allais devoir traverser une partie du marécage à pied, car sa barque était en réparation. L'idée ne m'avait pas effrayé, car, ayant moi aussi grandi dans une zone humide, j'ai très tôt développé un goût pour les rivières vaseuses, recouvertes de lentilles d'eau, que j'explorais avec mes frères et sœurs quand nous n'avions pas école. Arrivé à l'endroit qu'Anousha m'avait indiqué pour garer ma voiture, j'étais déjà émerveillé par le paysage et surtout par l'odeur délicieuse qui y régnait. Une odeur lourde et fleurie, où l'idée même de la putréfaction prenait des airs enchantés, comme cela arrive parfois avec certains fromages dont la puanteur se fait promesse d'extase gustative. La maison est située à 2 km au nord-est du parking, et il me suffit pour la rejoindre de suivre le tracé des tronçons de bois qui émergent de l'eau. Je mets mes cuissardes de pêche, dont le vert cacadois se fond parfaitement dans le paysage, et enfile un gros manteau car un vent glacial souffle à en faire ployer les roseaux. Je commence ensuite à me frayer un chemin, en prenant soin de ne pas marcher dans les zones trop profondes, car l'eau risquerait de s'infiltrer dans mes cuissardes, ce qui serait une catastrophe. Cela m'oblige à m'arrêter à chaque pas pour sonder la profondeur avec un grand bâton trouvé dans un buisson. 2 heures plus tard, je ne suis toujours pas arrivé, et pire encore, je n'aperçois pas la moindre maison à l'horizon. La nuit ne va pas tarder à tomber, et je réalise que je ne sais plus bien par où je suis arrivé, et qu'il se pourrait que je sois perdu, au milieu du marécage. J'essaie d'appeler Anousha, mais je n'ai pas de réseau. Refusant de céder à la panique, je poursuis ma route en priant pour que je ne me sois pas trompé de direction. 1 heure plus tard, il fait déjà nuit noire, et je commence à désespérer. Les croassements des crapauds et les clapotis de l'eau forment une mélodie étrangement rassurante. Soudain, j'entends un tintement de cloche venu d'un peu plus loin. J'essaie de le localiser et finis par apercevoir une lumière dorée suspendue dans le ciel. Je commence à faire signe en appelant à l'aide et le tintement lumineux commence à se rapprocher de moi. La personne au loin avait dû m'entendre. En me dirigeant moi aussi dans sa direction, je commence à prendre peur. Et si c'était un monstre des marais ou un serial killer en fuite? Finalement, ma peur se dissipe quand j'entends une voix amicale prononcer mon prénom et que je commence à distinguer Anousha, encapuchée dans un épais manteau de pluie, une lanterne à la main et une cloche de bétail dans l'autre. « Ne te voyant pas arriver, je suis partie à ta recherche, m'expliqua-t-elle joyeusement. Mais j'adore les balades nocturnes, donc c'est presque un cadeau que tu me fais. Et regarde la taille de cette lune. » Je lève alors les yeux au ciel et réalise que depuis tout à l'heure, la lune s'est levée derrière moi et que c'est grâce à elle que je ne me suis pas retrouvé dans le noir complet. Un frisson me parcourt la nuque et le dos pendant que je remercie Anousha d'être venue à ma rencontre. « J'avais peur de m'être perdu. Je n'apercevais pas ta maison, lui confiai-je. Ce à quoi elle me répondit que la maison était presque invisible, effectivement, mais qu'elle était juste là, sur la petite île située derrière le bosquet de bouleaux. En regardant bien, je distingue effectivement un petit filet de fumée s'élever dans le ciel. J'avais fait un peu de feu,
Je me suis dit que ça te ferait du bien, après cette escapade pour le moins humide. Après avoir parcouru les quelques centaines de mètres qui nous séparaient de la maison, nous nous retrouvons enfin à l'intérieur, face à l'âtre brûlant. La maison est une sorte de petit atelier dont les murs sont presque entièrement recouverts de pièces en latex et d'objets divers, dont je devine qu'ils sont eux aussi des créations personnelles. J'ai l'impression d'être dans l'antre d'une sorte d'insecte ou de serpent qui conserverait ses mues comme pour se souvenir de sa vie passée et ne pas oublier d'où il vient et comment il ne cesse de se transformer. Les flammes donnent un aspect luisant à toutes les peaux en présence, lui conférant un aspect encore plus viscéral. Anoucha me sert une infusion d'hibiscus étonnamment épaisse, comme du sang. C'est très sucré et délicieusement parfumé. On commence à discuter et je lui demande depuis quand elle vit dans cet endroit reculé. Elle m'explique qu'elle est arrivée ici il y a à peine 1 an et qu'elle s'y sent super bien. J'avais besoin de vivre de manière poreuse et il m'a semblé que cet endroit s'y prêtait. Je ne suis pas sûr de passer ma vie ici, mais je sens que j'ai besoin de cet endroit pour travailler et accomplir certaines choses. Le fait d'être isolé de tout et de ne pas pouvoir me déplacer facilement crée quelque chose d'étrangement libérateur, comme si tout un tas de choses n'existaient tout simplement plus pour moi. La seule chose qui me manque parfois, ce sont les baies de Berbéris et mes amis bien sûr. Mais elles viennent régulièrement me voir, et le temps que l'on passe ensemble ici est comme distendu et infiniment précieux. Elle m'emmène ensuite derrière la maison, dans un petit jardinet éclairé par la lune. Avec des blocs de tourbe séchés, elle a créé un système de torches qu'elle allume parfois quand le ciel est couvert et que la lune ne répand pas sa lumière sur le paysage mouillé. J'étais à 2 doigts d'allumer les torches tout à l'heure, pour que tu puisses me voir. Mais j'ai préféré partir à ta rencontre pour le plaisir de crapahuter dans l'eau huileuse. Je lui demande ce qui, selon elle, nous amène aujourd'hui à fantasmer les marécages comme des lieux désirables et quasiment utopiques. Et elle m'avoue ne s'être jamais posé la question en ces termes. Pour moi, m'expliqua-t-elle, c'est un tout. Le marécage articule des choses aussi diverses que la sensibilité écologique, le côté émo, un certain rapport à la mortalité, mais aussi quelque chose comme un refus et presque une attitude de révolte. D'une certaine manière, le marécage, c'est la symbiose indécroûtablement révoltée. La modernité hygiéniste est née en grande partie de l'assèchement des marais. C'est ce qui s'est passé par exemple à Paris, où le lobby hygiéniste a héroïquement terrassé la bête visqueuse pour y faire déferler son raffinement et ses dispositifs de contrôle. Comme le dit Gérard Jorland, un spécialiste d'histoire sociale, assécher les marais revenait à faire circuler l'eau. Le modèle du marais permet de saisir l'ontologie sociale qu'implique l'ordre bourgeois. Faire circuler les éléments, eau, air, chaleur, et même la terre par héritage, mais assigner les humains à résidence. Bref, c'est tout le système libéral bourgeois qui s'illustre dans cette histoire de lutte contre les marais. Et je crois que ces derniers font retour aujourd'hui sur un mode réellement spectral. Ils se servent de nous pour formuler quelque chose comme une vengeance ou une malédiction à l'égard d'un ordre social fasciné par l'activité et terrorisé par ce qui au contraire stagne et se décompose. C'est d'ailleurs la même logique de rejet de la mort qui a conduit à l'assèchement des marais et au déplacement des cimetières et des abattoirs hors des villes. Et encore et toujours la même logique qui a cherché à faire de la métropole un espace complètement éclairé, balisé, nommé, d'où l'inconnu, le danger et la mort devraient être chassés pour toujours. Je vais m'arrêter là. D'accord. Merci. Peut-être, Marlène, tu évoquais aussi comment des projets antérieurs se retrouvaient revivifiés, réactivés. Tu peux peut-être. Est-ce qu'on peut aussi là en tirer une sorte de loi, enfin peut-être pas de loi, mais enfin une idée de quelque chose qui nous ferait échapper peut-être à cet productivisme qui nous entoure? Ouais, par exemple avec le cuir d'insecte Oui, que je on vous a ai vu des montré, ouais. images. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il est né il y a 10 ans et que je me suis fait vraiment contacter par beaucoup de monde et ça m'a fait peur et j'avais pas envie de vendre ce matériau, Ouais. enfin j'en voyais pas le but et ça m'a pris je pense 8-9 ans pour me dire bon, en fait je suis prête mais en fait je vais le prendre moi et je vais le faire moi, enfin je vais le développer moi quoi sans tous ces industriels, même si je pense que la grande question de ce que je fais, c'est de pouvoir toucher les industriels. Mhm. C'est encore quelque chose qui est très compliqué, de trouver le bon dialogue, le bon ton. Enfin, ça, c'est vraiment le gros challenge de mon travail, je pense, de trouver ce rapport. Donc, comme je disais, il y a le rapport au temps que ça a pris 8 ans. Ouais, voilà, il y a un rapport au temps qui est hyper lent. Il y a des choses qu'il faut processer. Il y a des. Enfin, moi, je suis sortie de l'école, j'avais quoi, 24 ans, tu vois, j'étais petite.
Enfin, on nous a pas guidés sur c'est quoi l'après, le monde des galeries, Art Basel, tout ça. Enfin, j'ai été un peu happée dans un truc aussi. Je pense qu'il y a eu un moment où tu as besoin de prendre du recul par rapport à ce que tu fais et de vraiment te recentrer sur ce qui fait sens. Euh, Ouais, je pense que c'est ça le plus important pour moi en tant qu'artiste, être vraiment authentique par rapport à mes valeurs à moi et aligné par rapport à tout ce que je fais. Genre qu'il n'y ait pas de choses qui partent dans des directions que je contrôlerais pas ou que j'aimerais pas. Mais ouais, la notion du temps, elle est très importante. Et de ton côté, Romain, les temporalités, elles bifurquent, elles reviennent, ou il s'agit d'en sortir, ou de les... Alors, j'ai l'impression d'être tellement encore dans la thèse, Oui. dans le livre, qui en fait fait état de 4 ans de ma vie, et avec quelque chose de très autobiographique aussi, même si c'est complètement ensuite tissé de fiction. Donc j'ai l'impression effectivement d'avoir réellement euh, traversé quelque chose. Donc je crois que là, je suis plus dans un moment presque étrange de suspension où je sais plus exactement dans quelle temporalité je suis. Mais par contre, j'ai l'impression quand même d'avoir traversé quelque chose et d'avoir peut-être justement pris aussi acte d'une certaine comment est-ce que comment est-ce que dans un certain mode d'ouverture aux affects, la notion de temporalité presque. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de choses qui parlent justement du temps dans la thèse et, Oui. du fait que, de même que la matière affecte la matière, de même tous les temps s'entre-affectent. Le futur affecte le présent affecte le passé, voilà, le passé, Et donc je me sens un peu dans une temporalité quantique Mhm. de choses où j'ai l'impression que tous les. D'ailleurs, je crois aussi que ça fait partie de ce que j'aimerais continuer à explorer en termes de technologie négative, de qu'est-ce qu'un temps et comment le configurer, déconfigurer, reconfigurer, et en quoi on est sans cesse en train de voyager dans le temps. Je crois que c'est. Et cette articulation dans le langage et là où les théories, elle amène aussi vers une production plastique, à ton avis, ou c'est encore trop tôt pour... elle l'a fait bouger, elle l'a fait... Alors, j'ai l'impression, je réponds Oui. peut-être trop spontanément, mais j'ai l'impression que c'est vraiment davantage bon, si tout est lié, c'est sûr, encore là aussi, les théories affectent la pratique plastique et vice-versa, mais j'ai quand même l'impression que j'ai plus appris, j'ai plus tiré de leçons finalement de la pratique, Mhm. que ce soit la mienne ou celle des autres, que de la théorie en tant que telle. J'ai l'impression que c'est vraiment. Et que toute ma théorie, c'est pour ça que je suis même plus sûr d'être vraiment un théoricien, parce que finalement, je- j'ai l'impression de travailler seulement maintenant à partir de la matière et les affects, la matière comme affect, les affects comme matière, et que tout part de en fait, même mes concepts, je sais pas là, mon concept principal que j'ai développé dans BDSM Apocalypse, c'est celui de transpassion. Mhm. Et la transpassion, en fait, c'est même pas vraiment un concept, c'est une expérience. Et je crois qu'il y a aussi ce truc où j'ai l'impression qu'un concept, c'est quelque chose qui. Je suis pas sûr que le concept c'est ce que ça marche vraiment de les partager. Ils se partagent toujours sur un mode théorique et sur un mode presque érudit. Et j'avoue que je rêverais de ne faire que des concepts qui seraient peut-être d'ailleurs plus des concepts, mais qui soient vraiment des choses entièrement partageables, qui soient vraiment qu'on puisse les sentir dans son corps, un peu comme, même si c'est là pour le coup un concept ancien, mais qui est hyper intéressant dans son histoire, le concept de sentiment océanique dans la discussion entre Romain Rolland et Freud. euh, qui est un truc qui me fascine parce que ça nomme quelque chose de manière comme ça aussi euh, presque ouais, hésitante et maladroite. Mhm. Et je crois que ouais, en tout cas Ouais. j'aspire à ça, des concepts hésitants et maladroits. D'accord, mais porté par des éléments aussi qui viennent de nos, de ces autres états alternatifs venant de la nature. En fait oui ça, tout pense, voilà, je crois j'aimerais bien, c'est pour ça qu'on puisse reconnaître que par exemple n'importe laquelle de tes pièces, elle est déjà en train de produire
quelque chose qui, alors je sais pas si on peut dire savoir, théorie, mais en tout cas elle est en train de produire, c'est une forme qui invite à pratiquer le monde d'une certaine façon. Je crois qu'en fait il n'y a que ça qui est important, pratiquer, comment on pratique le monde. Et je crois que c'est pour ça que le drame de la pensée et de notre rapport au savoir, c'est qu'en fait on se pose plus tout la question finalement du monde. Et puis même quand on croit, et je pense que c'est ça le piège auquel j'essaie d'échapper en travaillant sur l'Anthropocène depuis comme ça une thèse en histoire de l'art, c'était que même quand on croit être en train de travailler sur des choses très écologiques et tout, en fait on est encore en train de rejouer les mêmes choses. Et je crois, c'est Léa Rivière encore qui m'avait dit à un moment où justement je parlais d'un article où j'avais cité un peu beaucoup à la manière universitaire, où elle me disait, mais elle citait Audre Lorde en disant, mais on ne détruit pas la maison du maître avec les outils du maître. Il y a toujours et je crois que c'est toujours bon de le rappeler. Et Marlène, tes projets après ce vaste projet au Mexique Après, c'est vraiment l'hibernation. C'est-à-dire c'est mon moment où j'ai pas d'assistant et où je suis seule et je fais de la recherche. Je passe 4 mois, c'est vraiment important pour moi et je développe ce cuir, ce matériau d'un cuir. Quand tu disais tout à l'heure le temps, c'est aussi un matériau qui prend énormément de temps. Enfin, quand on développe un nouveau matériau, ça prend énormément de temps de le développer d'un point 1 à un point je sais pas quoi. Je sais pas quand c'est la fin non plus de le développement de ce matériau, quoi. Mais il y a quelque chose que tu disais sur l'outil. Moi, j'aime bien voir mes œuvres comme des outils pédagogiques aussi. Enfin, j'aime bien qu'un enfant de 5 ans puisse comprendre ce qu'il voit, comme quelqu'un qui n'est pas du tout dans le milieu de l'art, qui est très quand même assez privilégié, quoi. J'aime vraiment pouvoir parler à une abeille, à un enfant de 5 ans, à un boucher qui connaît rien. Il y a des bouchers qui connaissent très bien l'art contemporain, mais juste pour citer un exemple, quoi. Je trouve ça hyper intéressant de créer ces outils de communication, de pédagogie, parce que voilà, on est là pour aussi traduire des choses qui sont peut-être complexes à un public différent. Quand je parlais du langage scientifique tout à l'heure, la première fois que je suis allée dans un laboratoire, on ne s'est pas trop compris et de désarçonner tous ces réflexes de langage aussi et de les reconstruire d'une manière un peu plus simple pour donner l'accès, je trouve ça hyper beau en fait. Et j'ai l'impression que ton travail aussi, c'est grâce aussi aux insectes, aux abeilles notamment, mais je pense qu'on pourrait l'élargir vraiment aux insectes de manière générale. Aux vaches aussi, parce que aux vaches. Mais ça fait tous ces éléments non humains, ils jouent aussi des rôles d'intercesseurs et ils permettent, je pense, presque de guérir quelque chose qui parfois ne va pas trop dans le monde de l'art contemporain où tout est très, très auto-centré aussi finalement, et que là, j'ai l'impression que par rapport même au public, en fait, si tu dis aux gens qui ne sont pas du tout dans des dynamiques, des réflexions sur l'art contemporain parce que c'est loin d'eux, quand on parle d'abeilles, quand on parle d'hôtels à insectes, par exemple, qui sont des choses qui se pratiquent même dans les écoles, tout ça, j'ai l'impression que ça rassemble aussi et qu'on a besoin de ça, de ces techniques. Rassembler, j'aime bien ça. Je me tourne vers la salle, s'il y a des questions. Peut-être. Voilà. Alors, une question remarque pour Romain. Un peu en vrac comme ça. Alors, j'étais très sensible à justement cette sensibilité, comme ça, dont tu parles, mais je reviendrai sur la question de l'affect et sur la question du langage. Et ma question, pour la formuler de manière assez simple, c'est en quelle manière es-tu affecté par ton écriture? En quelle mesure considères-tu qu'elle est un terreau d'affect? Dans la mesure où moi, j'y ai entendu non seulement une langue de poète, mais en tout cas, j'ai presque entendu une langue proustienne. Souviens-toi ou souvenez-vous que vous commencez un des chapitres, peut-être le dernier, en disant « Pendant longtemps », ça n'était pas « Je me suis levé de bonne heure », mais « Pendant longtemps, ta, 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 ta », donc avec des périodes proustiennes.
Et j'ai même pensé à un Marcel Proust de l'Anthropocène, pour dire la vérité. Mais j'ai pensé aussi au nouveau roman, j'ai pensé au Grand Maulne avec ses marécages. Donc j'ai pensé à une dimension extrêmement littéraire, finalement. Et en quoi il y a une émotion, il y a un affect, enfin, il y a quelque chose qui bouge, une motion du langage. Et puis après, quelques petites notes toujours autour de ça. Vous parlez de paragraphes, de romans d'aventure, là où moi je vois peut-être une préparation de l'autobiographie. Ce narrateur, vous utilisez même enfin, tout ce champ du narrateur, du paragraphe, et le narrateur, c'est qui? C'est Youri ou c'est Romain? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas une métalepse là? Alors vraiment, je ramène ça. Et enfin, ce régime d'hospitalité, est-ce que finalement, le régime ultime de l'hospitalité, ça n'est pas, si je peux employer ce mot dans la littérature, mais en tout cas le langage comme lieu principal d'ouverture aux affects, et là où le temps s'entre-affecte, non pas de manière quantique, mais de manière proustienne. Eh bien, merci beaucoup. Une grande question. C'est très généreux et très vaste, merci. Je crois déjà qu'évidemment, tout ça, le langage pour moi, je viens vraiment de la poésie d'ailleurs, j'en parle aussi dans cette introduction de thèse où je dis cette thèse, je l'ai conçue comme un poème, et comme c'est la littérature qui m'a donné ma méthode finalement. Et le langage, je l'ai toujours considéré, depuis mon expérience poétique aussi, vraiment comme une émulsion, comme une matière vibrante. Et effectivement, chaque mot, et ça je le pense, c'est aussi quelque chose que je développe autour des symboles, mais de même que chaque symbole porte en lui tous les usages symboliques qui ont été faits de ce symbole à travers le temps et l'espace, de même chaque mot porte aussi tous ces... Du coup, tout ce que vous entendez, effectivement, tout le monde entend des choses différentes, mais on entend chaque mot est une sorte de réunion, de concile spectral dans lequel des mondes entiers sont en train d'être invoqués. Donc je crois que j'ai vraiment essayé aussi de mettre, pour l'écriture de cet objet, de me mettre dans une sorte d'état de disponibilité totale, comme si mon but était de devenir langage moi-même et de laisser toutes les rencontres que j'ai pu faire venir s'exprimer de manière presque comme une sorte, vraiment un truc de flux vibrant, ce qui fait que c'est pour ça que finalement la fiction l'a aussi emporté. Tout ce que je raconte est vrai, mais tout est fictionnalisé, tous les personnages, toutes les rencontres sont retranscrites affectivement avec précision, tout en ayant recours à des discussions, des images, des choses qui n'ont jamais existé, qui sont juste sorties comme si le langage cherchait son propre chemin pour permettre aux affects d'être exprimés, ou comme si les affects cherchaient à faire s'imposer un certain type de langage, quoi. Ah ben si. Je suis, je sais pas, mais comment dire, je viens de l'écriture a priori. Ouais, j'ai commencé en tant que, je viens de la poésie et je resterai. Si je suis fidèle à quelque chose, c'est finalement à la poésie. D'ailleurs, pour moi, le poème même en tant que forme est presque une entité, un dispositif de protection qui me protège. Même d'ailleurs quand je fais de l'art au sens art contemporain du terme. Je me sens protégé par mes textes. J'ai l'impression que c'est l'univers Yuri Johnson étant une fiction et produisant des fictions et venant vraiment lui-même d'un ouvrage de fiction qui est un roman. Eh bien, je sens bien que toutes mes pièces sont protégées aussi par cette masse littéraire. Peut-être ce rapport au langage du côté de Marlène. Ah oui, j'avais posé une question. Non, juste, si je peux dire, tu as parlé beaucoup de protection. Ouais. Et je trouve ça hyper beau. Bah oui, j'ai l'impression. Ouais, mais je pense qu'il y a se protéger soi et puis aussi protéger se protéger. La réflexion sur le négatif vient de là aussi, je crois. Ce truc de si on n'invente pas des formes pour aussi se protéger d'autres formes, c'est-à-dire en conjurer, aussi en mettre à distance, et qu'on se
on peut se mettre on peut s'oublier, justement oublier ce qu'on est, les modes relationnels qui nous importent vraiment. Donc c'est vrai que ça revient souvent dans mon travail, effectivement. Pardon. Et ce rapport au langage de ton côté, Marlène, est-ce que là, justement, il n'y aurait pas quelque chose qui échapperait au langage? Tu veux dire au langage Au langage que nous parlons, que nous essayons de manipuler. Je pense que c'est beaucoup de... Je pense que c'est beaucoup de ressentis plus... parce que tu as la dimension sensorielle, tu as la dimension de l'odeur. Ouais. Il y a toujours un attrait assez effrayant et mignon à la fois. Enfin, je pense que c'est vraiment plus un ressenti. Enfin, de ce que les personnes me disent quand elles voient les œuvres, il y a un truc assez vivant, assez étrange. Il y a un rapport assez étrange avec l'œuvre, d'adoration et de détestation à la fois. C'est un truc qui revient. Je pense que c'est lié à quelle À dimension moi, non, je sais pas. C'est lié J'ai aux toujours odeurs, ce justement, schéma qui revient. Ou c'est les formes en tant que telles? Je pense que c'est plutôt les formes. Ouais, Formes, ok. Ouais. qui Ouais, il y a des formes quand même assez étranges. qui travaillent des formes aussi de la négativité. Y a-t-il d'autres impressions, des commentaires, des questions? Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Marlène Huissou, merci beaucoup Romain Noël, merci beaucoup Yuri à toi. Johnson aussi. Et puis, nous allons aller de l'autre côté où il y a, dans le cadre d'une collaboration entre la Fondation Pernod Ricard et l'École des Beaux-Arts de Paris, la présentation d'un travail de Charlotte Simonet. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Ah, et un super livre, enfin, je pense peut-être que vous l'avez tous déjà lu, mais c'est Baptiste Morisot, sur vraiment les... je suis trop sur vraiment le rapport avec les autres espèces. Je pense que c'est un livre qui est important de... Tu avais envie d'en lire d'ailleurs quelques lignes. Oh non, mais ils sont Mais là, passés, mais on le je vous laisse lira, le on le lire, lira. ouais. On le lira. Merci beaucoup.